Oui, alors ce journal de résistance, donc je l'ai commencé le premier jour du second confinement. Il fait suite, en fait, à ce que j'avais appelé mon journal, entre parenthèses, non confiné de la pandémie, que j'avais entrepris pendant le premier confinement et qui existe d'ailleurs, que j'ai rassemblé, alors que j'ai présenté jour après jour sur Facebook et que j'ai rassemblé en 3 volumes sur mon blog ultérieurement. Disons que ce second journal diffère du premier dans la mesure où cette fois-ci, je puise dans mes archives, ou des photos toutes fraîches d'ailleurs, hein, sans avoir le souci, comme je l'ai fait la première fois, d'évoquer systématiquement l'actualité. Mais, et c'est là où intervient la notion de résistance, avec comment pourrais-je dire, avec le désir de substituer à la lourdeur et à l'inquiétude du présent des moments vécus dans des circonstances autres que celles que l'on vit aujourd'hui et dans un monde où l'on pouvait voyager sans entrave. Alors ça c'est un premier fait. La seconde, je dirais le second aspect du protocole, c'est que en fait, ça m'oblige à fouiller, je dirais avec bonheur parfois ou étonnement, d'ailleurs parce qu'on retrouve des choses dans mes archives pour exhumer des images parfois inédites, jamais tirées, jamais montrées, en ayant, alors c'est ça aussi le principe, l'obligation de trouver des photographies prises à la même date, mais quelques années auparavant, etc. Sachant que sur les premières années de ma pratique photographique, j'ai souvent les mois, mais je n'ai pas les jours. Et donc, comme c'est la question du jour qui compte, bon, il manque notamment pour les photographies, par exemple, du nord de la France. C'est très rare que j'ai un jour précis lié à une photo, d'autant plus que les carnets qui correspondent à ces images ont été égarés, perdus, je ne sais pas. Et donc, voilà, j'ai simplement ce qui est noté sur mes planches contact, à savoir les mois. Voilà. Elle a inscrit un certain nombre d'événements, mais c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, je retrouve, je ne suis pas étonné, non tant que ça, par ce que je retrouve. J'ai même, je sais, j'arrive à retrouver facilement les situations et le contexte général dans lequel telle ou telle image a été prise. À partir du moment où, globalement, que ce soit sur mes carnets ou sur mes planches contact, la localisation est précise, disons que globalement, c'est assez clair. Mais il y a effectivement, je dirais, des images oubliées, c'est-à-dire des images que je n'ai pas tirées à l'époque, ou pas vues, ou pas sélectionnées, et qui peuvent paraître aujourd'hui plus intéressantes, ou sinon, comme c'est le cas sur deux ou trois billets que j'ai publiés ces derniers jours sur Facebook, des photos qui sont plus de l'ordre du repérage que, à défaut de s'inscrire dans un projet déterminé. Donc des photos qui, a priori, n'ont pas eu ou n'étaient pas destinées à avoir, je dirais, un usage public sous forme d'exposition, de livres, etc. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cet exercice, et aussi et de passer par Facebook et après de compiler ça sur mon blog, c'est que je ne me sens pas obligé de faire une espèce de best-of de mon travail en sélectionnant jour après jour la meilleure photographie que j'ai pu faire à tel ou tel moment. Voilà. 35, tu es même gentil parce que finalement, on est plutôt à 40, voire un peu plus, ce qui ne me réjouit pas forcément tant que ça, mais bon. Euh,
comment dire, mais c'est-à-dire que en fait, euh, soit tu trouves, je dirais, une signature esthétique et tu la maintiens toute ta vie, quitte parfois à la répéter un peu trop. Soit, comme, enfin pour moi, je veux dire, c'est la démarche qui me paraît la plus naturelle, tout en ayant au fond, dans ce que tu as à dire, je dirais, les choses sont actées globalement dès le départ, mais euh, les, les modes de prise de vue, les approches esthétiques, les protocoles peuvent varier, s'affiner, les sujets peuvent changer, sans pour autant trahir dans le fond ce que tu es et ce que tu entends dire. Et donc, effectivement, je dirais, globalement, j'ai eu des périodes, comment dire, de 10 ans, hein, qui correspondent à la fois à des modes de prise de vue distincts, c'est-à-dire l'utilisation de tel ou tel outil photographique, et en fonction de l'outil, ou plutôt l'outil correspondant à certains types d'images que je souhaitais privilégier. Donc, effectivement, dans une première période où on est plus dans dans une logique qui était celle de l'époque, d'une photographie en noir et blanc prise au Leica et avec un fort impact, je dirais, humain, social, donc plus dans la street photography et dans quelque chose qui euh, relativement instantané que ce qui va suivre plus tard, où je commence par poser le Leica sur un trépied, et après je m'aperçois qu'un Leica sur un trépied, c'est un peu ridicule, donc je mets un moyen format, et je commence plus à m'intéresser au paysage, et je délaisse des ambiances urbaines, les photos où il y avait beaucoup de gens qui étaient présents, etc. Un côté effectivement street photography ou photographie sociale. Et puis je commence à m'intéresser plus au paysage. D'abord au moyen format, et puis après, il y a l'arrivée de la couleur, il y a l'arrivée, je travaille, il y a une troisième phase, je dirais, avec l'arrivée de la chambre grand format. Euh, et puis une quatrième phase peut-être aujourd'hui où je privilégie un moyen format numérique. Et donc, ce qui me permet, entre autres, mais ça avait déjà commencé auparavant, de réintégrer, parce que l'outil me le permet plus facilement que la chambre, la dimension humaine dans mes photographies. Bah, revenir sur mes traces, ça concerne d'abord et avant tout le bassin minier, hein. Et tout simplement parce que euh, tout ce territoire, et pas simplement le bassin minier, mais autour, hein, le nord, la région de Dunkerque notamment, ça correspond en fait à mon apprentissage de la photographie et je dirais aussi à mon apprentissage d'homme adulte, hein. Et donc, l'apprentissage se fait à la fois en Angleterre, à Londres et dans le Nord. Et j'apprends à la fois à photographier et j'apprends le monde. J'apprends à me confronter avec le monde. Et donc, cette expérience, elle est décisive. Elle est décisive parce que je mets en place, je dirais, mon code photographique, hein, et puis je me définis je dirais, intellectuellement, socialement, psychiquement, humainement, éthiquement, par rapport à ces années-là. Voilà. Et puis le monde est vaste, la vie est diverse, et après, je suis amené à travailler dans, sur d'autres projets, sur d'autres territoires.
Et pendant, voilà, pendant presque 35 ans, au moins plus de 30 ans, j'oublie, entre guillemets, le Nord. Mais je ne l'oublie jamais tout à fait. Et j'ai toujours, voilà, et depuis longtemps, j'avais le désir de revenir pour voir à la fois comment ce territoire qui avait été aussi important et aussi décisif pour moi avait évolué, et comment moi je pouvais encore répondre à cette histoire contemporaine de ce territoire. Et puis, il y a eu des premières tentatives de retour au milieu des années 2000, tentatives qui ont échoué, et puis d'autres tentatives un petit peu quelques années après. Et puis finalement, l'opportunité s'est faite de trouver une première structure, puis une seconde, puis une troisième, qui disent Banco, on vous fait confiance pour que vous puissiez nous donner sinon une nouvelle image du Nord, mais que vous puissiez nous faire part de votre nouvelle expérience, d'une nouvelle expérience avec ce territoire. Est-ce que c'est le bon terme? Je ne sais pas. Euh, euh, oui, disons que il y a très rapidement chez moi la mise en place d'une grammaire visuelle euh, assez, euh, je dirais, euh, quand on voit mes premières photos, notamment celles dans le Nord, on comprend aussi qu'à un moment donné, par exemple, je vais être intéressé par le paysage urbain et peut-être au-delà du paysage urbain. Parce que dans la manière dont je photographie ce qui se passe devant moi, les événements qui se passent devant moi, la présence du paysage, elle n'est pas comment dire, elle est pas, enfin, le cadrage du paysage n'est jamais fortuit. Il y a une prise en compte de cette dimension-là dès le départ. Donc, ça, c'est un premier point. Il y a un second point, comment pourrais-je le définir euh, euh, J'accorde finalement plus d'importance, j'irais, à des gestes, à des situations de corps, à une espèce de chorégraphie des gens entre eux, plus qu'à l'événement précis. Que sont-ils en train de faire, hein? D'où le fait, par exemple, que ces photographies-là, à l'époque, au début des années 80, je travaillais avec de petites agences et ils n'arrivaient pas à les vendre parce que ce n'étaient pas des photographies suffisamment loquaces, si je puis dire, par rapport à une demande sur je sais pas, la question du travail voilà. C'était et j'ai toujours été finalement quand on me commandait des reportages, je savais qu'il y avait certains types d'images qu'il fallait faire et que je n'arrivais pas à me résoudre à faire. Donc, j'étais toujours mis en défaut par rapport à ce genre de choses. D'où le fait que j'ai abandonné très vite l'idée de travailler aussi pour des agences, pour la presse, pour tout ça. Voilà. Bon. Et puis, donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a beaucoup d'éléments. Je veux dire, on peut parler aussi de ma relation avec les gens. Je veux dire, à la fois qui est, euh, comment dire, plus empathique, par exemple, que celle d'un Martin Parr, qui fait ses premières photos de noir et blanc à peu près à la même époque que moi. Et, mais pas non plus mais toujours un petit peu distante aussi. Je veux dire, je ne suis pas dans une relation compassionnelle avec les gens que je photographie. Voilà. Donc, c'est bon, il y a, disons, un certain nombre d'éléments comme ça qui définissent mon travail, qui sont mis en place très rapidement, et notamment dans les photographies prises en noir et blanc dans ces années-là, dans le nord de la France, et qui finalement perdurent à travers
parfois, enfin à travers une évolution esthétique qui parfois, je dirais, met de côté un peu la dimension humaine, parfois la réintroduit, mais globalement, les choses restent très proches sur le mode, même si sur le plan esthétique il y a une évolution, l'approche, je dirais, intellectuelle et éthique reste la même. Ben, ce qui m'avait frappé à l'époque et que j'ai noté notamment tout de suite dans mes carnets, carnets aussi que j'ai en partie publiés après sur mon blog, et dont il y a quelques extraits aussi dans le livre, hein, euh, c'est que j'avais gardé l'image d'un monde minéral et dédié au travail. C'est-à-dire que il y avait la terre, le charbon, la brique des maisons, la brique des carreaux de mine, et qu'en dehors de ça, on avait le sentiment que rien d'autre ne pouvait exister que ce paysage totalement dédié à la production du charbon. Et voilà. Bon. Et puis, bah, je retrouve effectivement, 35 ans après, un paysage totalement bouleversé, c'est-à-dire un paysage qui s'est totalement enverdi, où il y a une sorte de poétique des ruines, en fait, de ce qui reste des vestiges de l'époque du charbon, en tout cas sur un certain nombre de lieux industriels. Beaucoup de choses ont été effacées, tabula rasa. Hein, c'était le mot d'ordre d'un certain nombre d'élus et voire d'habitants à l'époque. On efface tout et on recommence une autre histoire. Et puis, ce qui m'a frappé aussi profondément, c'est que là où se trouvaient des espaces dédiés au travail, on trouvait aujourd'hui des espaces dédiés au loisir ou à la consommation. Et donc, on était, on est rentré dans un monde terriblement différent. Oui, oui, oui. Globalement, c'est un outil de résistance parce que ça nous permet de ne pas céder, j'irais, à la facilité ou à, j'irais, l'humiliation d'un monde qui cherche en permanence à pervertir nos pensées. Et donc, globalement, je dirais être artiste, être écrivain, être photographe, etc., c'est être dans une forme de résistance par rapport aux flux principaux du monde. Voilà. Ah bah, là c'est une résistance. Là, je te parle d'une résistance ancrée effectivement dans le présent. Par rapport à l'oubli, oui, effectivement. Ça c'est autre chose. C'est que euh, il y a une espèce de modestie. D'un autre côté, on peut se dire tout doit disparaître ou tout s'efface. Et puis en même temps, voilà, j'arrive à un âge où effectivement, euh, j'ai plus de choses derrière moi que de choses devant moi. Hein. Donc même s'il m'importe de continuer à photographier, je ne le fais pas au même rythme et je sais très bien que les prochaines archives seront beaucoup moins épaisses que celles qui sont actuellement sur mes étagères. Et donc, bah oui, il y a effectivement aussi le souci de percer le mystère de ces archives, hein, parce qu'il y a des choses qui effectivement sont un peu
euh, non pas effacé ou oublié, mais on a toujours tendance à construire son propre récit. Et en construisant son propre récit, on réduit, on élague, on, on tire quelques ficelles qui deviennent, je dirais, une espèce de fil conducteur qui a l'air de bien fonctionner, etc. Et puis quand on revient sur l'ensemble du travail, on se dit, oh, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. C'est, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent à l'enfance, donc ça doit être une histoire d'enfance. Des premiers voyages effectués très jeune avec mes parents, en voiture, en voiture au Maroc, en Italie, en Espagne, à une époque où c'était encore compliqué quoi, de circuler. Il y avait pas beaucoup d'autoroutes. Les voitures n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et puis, voilà. Et puis des lectures. Euh, je dirais toutes les lectures qui ont baigné ma prime enfance tournaient autour de la question du voyage, de l'exploration. J'étais incollable sur la découverte de l'Afrique, sur les expéditions au pôle Nord ou au pôle Sud, sur je dirais globalement la découverte du monde. Et puis je lisais aussi Jules Verne, Jack London et bien d'autres. Et donc cette envie comme ça de l'ailleurs m'a, je dirais, m'a nourri dès mes premières années de lecture. Ben, je n'imaginais pas faire autre chose. Non, non, pour moi, c'est inimaginable d'être, je ne sais pas moi, Jan Saudek, par exemple, enfermé dans sa cave, ou Joseph Sudek, pour en prendre un autre tchèque, travaillant uniquement chez lui et autour de chez lui. Pour moi, voilà, la photographie, c'est d'abord aller se confronter ailleurs, avec le divers, pour reprendre un terme cher à Ségalen. Hein. Et donc, si je n'avais pas pu le faire, j'aurais choisi une autre activité. Sachant par ailleurs que je ne suis pas un globe-trotter. C'est-à-dire que j'ai pas fait tous les pays du monde, j'ai pas fait le tour du monde. Il y a des endroits, l'Amérique du Sud, je connais absolument pas. Et ça, ça ne manque pas. Je n'ai pas eu le souci de rajouter année après année des pays à mon carnet de balles. Voilà. Donc euh, j'ai préféré privilégier des zones du monde où j'avais envie d'approfondir mes connaissances et puis ma relation, que ce soit avec le Japon, la Chine, l'Europe centrale, etc. Voilà. Oui, on peut considérer que je suis un photographe voyageur. Alors, je dirais modestement, hein, mais comme Nicolas Bouvier est un écrivain voyageur, ou Bruce Chatwin, ou plein d'autres, qui sont effectivement eux aussi dans ma bibliothèque et en bonne et due place et lus et relus. Nicolas Bouvier, par exemple, que j'ai rencontré au Japon et avec lequel j'ai une relation très forte, mais trop peu de temps avant sa mort, et qui aurait dû normalement préfacer mon livre sur le Japon.